In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue de remonter le fleuve de la filmographie de ce cinéaste sud-coréen atypique, mais ô combien important et fondamental dans l'histoire du cinéma, tout court, Hong Sang-soo. 6e film, Conte de cinéma. Le film est sorti en 2005, 2006, quelque chose comme ça, produit entre autres par Mara Karmis. C'est précisé dans le film dès le début. C'est important, on peut peut-être en parler. Et pour parler de ce conte de cinéma, eh bien Desgadi, vous le connaissez très bien, il erre de par sa démarche filmique à travers les espaces de laboratoire de confrères et de consoeurs. Il est venu souvent sur la chaîne et je suis très content qu'il ait accepté cette invitation, d'autant plus que le film n'était pas prévu pour lui, il y avait autre chose, mais par un concours de circonstances, il s'est dit pourquoi pas ce film-là, et donc je l'en remercie doublement. Et comme on est chez Microciné, d'abord je voudrais savoir comment tu vas. Écoute Samir, salut, ça va très très bien. Là je vis une période formidable, il y a eu le FEMA il y a même pas 15 jours, 15 jours à peu près, donc j'ai eu du cinéma plein la tête comme si c'était pas le cas habituellement. Et puis là c'est une belle occasion de parler d'Hong Sang-soo. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et puis sur un film que j'avais pas vu. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le moment où tu prévois d'avoir un film en tête. On dit bon, Samir il va faire un programme estival sur un cinéaste, je sais déjà ce que je veux faire. Et au dernier moment, non. On change de programme et du coup c'est intéressant, ça m'a ouvert sur une période de Hong Sang-soo que je connais moins, donc c'est très chouette. En tout cas, le FEMA, pour celles et ceux qui auraient l'outrecuidance de ne pas connaître, c'est le Festival international de cinéma de La Rochelle, je ne sais plus le terme exact, mais 52e édition cette année, c'est Chantal Akerman, Marcel Pagnol, enfin voilà, tout un tas de copains et tous les ans c'est de plus en plus fourni, c'est vraiment un lieu formidable. J'en fais la propagande en permanence, tu m'offres une fenêtre de plus, j'en profite. Eh bien, on va essayer l'année prochaine de venir au FEMA l'année prochaine, voilà. Alors là, la parenthèse, on va essayer de venir au FEMA. Faut peut-être qu'on aille faire un petit tour au FEMA, parce que fut un temps on y allait. Je dis on, mais j'y allais fut un temps et je vais peut-être renouer un peu le dialogue avec le FEMA. Je referme cette parenthèse, monsieur Desgadi. Avant de commencer à parler de ce film Conte de cinéma, qui est un film que j'ai trouvé, j'avais oublié à quel point il était bouleversant. Je te disais hors caméra que ça m'arrive rarement, mais quand ça m'arrive, je le note et j'ai versé une petite larme en le revoyant. Il y avait celui-ci et puis il y avait aussi le film De nos jours qui m'a beaucoup marqué en le revoyant. J'ouvre une petite parenthèse, je réouvre une petite parenthèse. Il y avait Jean-Baptiste Auré qui me disait, fut un temps, c'est toujours passionnant de prendre le temps, quand on a ce temps, de revisiter la filmographie d'un cinéaste. C'est-à-dire de ne faire que ça, rien que ça. Et parce que cette proposition estivale, j'ai dû faire ça. Et c'est vraiment très, très atypique et très particulier. Même, ne serait-ce que l'attitude, le comportement qu'on peut avoir, cette manière de penser aussi, pendant plus d'un mois. Voilà, on est uniquement avec lui, c'est-à-dire Hong Sang-soo, et tous ces personnages. Et on a cette sensation, parce que là, aujourd'hui, au moment où on se parle, et on est le 25 juillet, cette émission, c'est une des dernières. Il en reste encore 2 autres à enregistrer. Donc, sur les 30 et quelques films. Et il y a quelque chose de très, très bizarre. C'est que maintenant, il y a une espèce de confiance qui s'établit. Et là où je veux en venir, c'est que je dis pas qu'on comprend plus facilement les œuvres, mais on sait exactement où il ne faut pas y aller, où il ne faut pas aller. Oui. Voilà, c'est ça où je veux en venir. Je referme cette parenthèse. D'abord, je suis curieux de savoir un peu Hong Sang-soo dans ton histoire du cinéma. Qu'est-ce qu'il représente?
Comment tu l'as croisé? Par quel film? Et est-ce que ça a été une évidence dès le début? Alors, c'est vrai que c'est une très bonne façon d'ouvrir. Je note juste, comme tu t'en parles de Jean-Baptiste Toré, que justement, au FEMA, on a eu l'occasion de se croiser, donc je sais sur quel cinéaste il a retravaillé, et c'est le genre d'expérience, effectivement, je le ressouligne, que moi j'aime beaucoup. J'aime bien réenchanter en fait ma cinéphilie par ces moments où tu reviens sur un cinéaste qui t'accompagne depuis longtemps. Alors, j'ai vraiment pas l'outrecuidance de dire que je connais tout Hong Sang-soo, au contraire. Justement, j'ai ouvert mon Letterboxd à côté pour vérifier, parce que j'essaye de me remémorer. Mais j'en ai vu 10, je crois. Non, un peu moins. 7 ou 8. Et un tiers, pratiquement un tiers. Ouais, un peu moins. Mais en gros, l'historique qui est intéressant là-dessus, c'est que moi, j'ai un ami en particulier qui est plus que c'est même pas fan, ce serait presque réducteur, qui vit littéralement avec le cinéma d'Hong Sang-soo depuis longtemps. Et moi, j'ai dû découvrir donc le premier qui est encore aujourd'hui celui que je préfère, qui n'a pas toujours été, ça a varié, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc c'est Matin calme à Séoul. Et celui-là, je l'ai vu il y a peut-être 5 ou 6 ans. J'ai commencé à peu près par là. Et je l'ai lancé vraiment parce qu'il faisait partie de la liste des films préférés de cet ami donné. Et c'était pas du tout une forme que je connaissais, avec laquelle j'avais trouvé des marques. Et justement, ça a été un des films, il y a quelques autres bien sûr, mais un des films qui m'a vraiment plongé directement dans une forme de naturalisme, dans une forme de réalisme. Très difficile de définir exactement ces termes, souvent ils se noient l'un l'autre, mais en tout cas, dans un moment de ma vie où j'étais sur progressivement la fin de mon amour quand je dis le cinéma de genre ou le cinéma américain, c'est que il m'a jamais quitté cet amour-là, mais disons que l'ouverture vers des formes internationales, sur d'autres pans de l'histoire, d'autres régimes, tout simplement, commençait à poindre de plus en plus. Et Hong Sang-soo a été je mets comment on dit, a été un des cinéastes piliers de ce virage-là. A commencé donc par Matin calme à Séoul, qui a été donc tout de suite indicateur de ce que j'allais d'abord apprécié chez lui, c'est-à-dire la forme en noir et blanc, avec des répétitions dans le scénario, avec un schéma sur 1h20, 1h30, 1h40, où on reprend des séquences ou des motifs, et on les fait dialoguer, on les transforme, etc. Bon. Et ça, c'est vrai que ça a poursuivi ensuite, parce que j'ai rattrapé tout de suite l'actualité en 2018, je crois. Donc c'était avec Hotel by the River. Et puis, si je me trompe pas, La femme qui s'est enfuie. Et après, j'ai vu tous les autres. Enfin, j'ai pas vu les 2 derniers, là, In Water et Woke Up. Mais donc, Juste sous vos yeux, Introduction, La romancière, De nos jours, et donc ce conte de cinéma. C'est pour ça qu'il fait exception, parce que finalement, j'ai vu un film, donc, Matin calme à Séoul de 2012, je crois, 2011-2012. Après, j'ai rattrapé toute l'actualité sur les 4-5 dernières années. Et là, pour l'occasion de cette rétrospective, je me dis, allons voir un film en couleur, milieu des années 2000, pour vraiment que j'ouvre sur un autre Hong Sang-soo. Parce que moi, je pense, par rapport à la période des 4-5 dernières années, là, 5-6 même, qui fait partie des 5, 6, 7 cinéastes importants aujourd'hui mondialement. Bon. Mais je le dis sur la base de 5-6 films, alors qu'il en a fait plus de 30. Bon. Et donc, ça me semblait important de me relancer, en fait, de me remuscler avec Conte de cinéma. Et alors, Conte de cinéma, pour y venir, c'est marrant parce que ça conjugue, donc, comme je le dis là, une autre variation de Hong Sang-soo pour moi, donc, avec, alors certes, des motifs de répétition, puisque pour replacer le film, on est introduit directement dans un moment
donc avec une histoire et 3-4 personnages. Et puis, il y a une rupture dans le film, et on passe en deuxième partie dans eh bien, une autre histoire, semble-t-il, avec une actrice commune, qui se révèle être l'actrice de la première partie. Et donc on comprend que la première partie était en fait un court-métrage qu'un des personnages de la deuxième partie était allé voir, et qu'il croise donc l'actrice principale, et en fait se répète une histoire d'amour, ce serait peut-être un grand mot, mais disons une tension entre eux, de la même manière qu'il y avait une tension entre les deux personnages du court-métrage en première partie. Et donc évidemment, là, on commence à rentrer dans tout ce qui fait le sel de Dong Sang-soo, c'est-à-dire le rapport à la réalité, le rapport au cinéma, le rapport au rêve, le rapport au passé, au présent, au futur, et la façon dont en fait, il fait dialoguer toutes ces réalités, tous ces régimes et toutes ces dimensions, mais avec cette particularité qui, je pense, être loin d'être le premier à souligner dans toute la rétrospective, mais c'est que visuellement, il s'attache à ne pas différencier au niveau formel l'investiture ou l'investigation d'une réalité ou d'une autre. C'est-à-dire que ça va être vraiment mis en scène de la même manière, mais on va comprendre par une ligne de dialogue, alors parfois c'est un écriteau ou un chapitrage ou que sais-je, ou simplement un nom de personnage qui va être modifié, ou alors des dispositions scéniques dans l'espace. Bon, on va comprendre qu'on a changé de réalité. Et on va mettre un peu de temps à comprendre si si on était dans le cinéma, comme dans Contes de cinéma, et qu'on repasse dans la réalité, même si chez Dong Sang-soo, les deux se confondent, ou si on était dans le passé, on passe au présent, ou on revient dans un passé encore antérieur, etc. Et ça, c'est ce qu'il y a de si ludique, en fait, dans son cinéma. Et alors, là où c'est étonnant sur Contes de cinéma, et où je reviens sur ce que tu disais, c'est que tout ça m'intéresse dans le film. Et là où c'est un autre défi, au-delà de découvrir un nouveau pan de son cinéma, c'est que, et on en avait parlé en privé tous les deux, j'ai beaucoup de mal à décrire un film où je peux avoir un intérêt pour, mais où je vais avoir été dans une retenue émotionnelle pour X ou Y raison. Et il se trouve que c'est le cas avec Contes de cinéma, qui me semble être parfaitement aligné sur tout ce que j'aime chez lui, et qui pourtant ne m'a jamais concerné. Et ça, je trouvais intéressant déjà de ne pas te le dire, d'attendre d'être en pleine émission pour te le révéler, et te dire que, en fait, je ne peux pas défendre un argumentaire accablant sur le film. Enfin, c'est impossible. Le film, il est aussi ciselé et il va être aussi passionnant à explorer que tous les autres. Et pourtant, je sais que s'il y a bien une tonalité qui m'a empêché justement de rentrer émotionnellement complètement dans les enjeux, dans une empathie, si, une empathie elle est là, mais une sympathie, c'est-à-dire je vais pas avoir souffert avec les personnages, parce que le régime du film, et ça c'est à la fois le cas dans la partie court-métrage et dans la partie réelle, il me semble que c'est le pathétique, la forme pathétique, mais vraiment au sens classique du terme, au sens théâtral, au sens... Et le pathétique, en termes de régime d'écriture, de régime de mise en scène, autre, et ben, il se trouve que ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas, disons, intimement. Mais, étant donné que j'ai accepté le fait que le film était dans cette forme, et que c'est, à mon sens, pas le cas des derniers, des 5, 6, 7 autres que j'ai vus, où là, on va être dans, certes, des élans, là aussi, de pathos marqué, mais dans une forme qui me semble être plus directement mélancolique, peut-être plus assurée aussi avec l'expérience. Et pour autant, et c'est ça qui est doublement étonnant, c'est que j'ai vu le film il y a quelques jours, je pensais avoir le temps de le revoir, et puis pour X et Y raison, ça n'a pas pu se faire, et en fait, il grandit bien. Alors ça, c'est quand même étonnant de voir un film, de se sentir extérieur, et pourtant, l'empreinte qu'il laisse au bout de quelques jours, donc c'est plutôt pas mal qu'on ait décalé le moment où on se retrouve, eh bien, il grandit parce que je le prends comme un objet au milieu de la filmo, et de la partie de la filmo que je connais dans Dong Sang-soo, qui est indéniablement aussi intéressant à catégoriser que les autres, qui est une variation,
qui en plus est en couleur. Et c'est vrai que de mémoire, du coup, ce que j'ai vu en couleur, c'est de nos jours, La Romancière et In Front of Your Face, c'est juste sous les yeux. La Romancière, il y a un mixte. Hein. Il y a un mix, voilà. En fait, oui, c'est vrai que j'ai spoilé le film du coup parce que c'est quand même globalement noir et blanc. Et puis en fait, c'est tu es chez Microciné, c'est-à-dire que pour parler d'un film, il faut en parler pleinement. Il n'y a pas de spoilage, voilà. Ça n'existe pas, tout ça, c'est des conneries. Donc il faut parler du film. C'est vrai que pour les aficionados de Dong Sang-soo, on s'était gardé la surprise en 2021-22, je ne sais plus quand août 23, quand le film est sorti, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'ils sortent les films de Dong Sang-soo. Et sur La Romancière, on s'était dit il y a un truc particulier, et puis c'est un plaisir, c'est ce genre de micro-variation qu'on se garde. Et là, en l'occurrence, c'est donc le fait d'avoir un film en noir et blanc et qui bascule de façon absolument... c'est un feu d'artifice, la fin de La Romancière. En 3 minutes, on change complètement de régime. Enfin bref. Mais sur donc de nos jours, tu vois, je reprends celui-là. Là, pour le coup, je te rejoins, mais alors à 115%, c'est-à-dire que je trouve chaque séquence, chaque plan, chaque détail du film absolument, parfait. Je sais pas, c'est un film où vraiment je suis. Et en plus, c'est un niveau d'épure. C'est un leitmotiv, on le dit souvent dans Sang-soo, c'est que prétendument il épure de plus en plus sa forme de film en film, et on se dit qu'il ne peut pas aller plus loin. Et en fait, à chaque film, il arrive à trouver une autre manière d'épurer un élément qui n'était peut-être pas encore dans le film précédent, etc. Et de nos jours, là, on est sur un rivage où, c'est intéressant que dans In Water, que je n'ai pas encore vu du coup, mais qui doivent changer complètement de régime et de passer dans le flou pour encore modifier son sortilège. Si tu veux. Et donc, pour revenir à Conte de cinéma, eh bien, je ne vois pas cette épure, ou en tout cas, elle est naissante. C'est évident, je veux dire, ne serait-ce que par rapport au moment où le film sort et par rapport à la globalité des films que moi j'ai à peu près identifiés de cette période-là, entre 2000, 2005, 2006, 2007. Et forcément que ça dénote énormément du reste de la proposition en général. Mais c'est vrai que voilà, je suis plus sensible à la partie plus récente. Bon, je te laisse rebondir parce que je suis sûr qu'il y a deux, trois points sur lesquels tu as envie. Attention, on est dans l'univers de Sang-soo. La certitude, c'est quelque chose qu'on doit mettre de côté. Hein, donc, on est absolument sûr de rien. Ça m'intéresse énormément le fait que tu aies à redire des choses sur le film. Mais avant cela, même si tu l'as un petit peu évoqué, il y a une chose que j'aime faire, mais amoureusement, c'est lire le synopsis des films de Sang-soo que je trouve sur Wikipédia. Et ensuite, déconstruire tout ça avec l'invité en l'occurrence. Donc, toi, en l'occurrence, c'est toi. Et en fait, le synopsis, les synopsis chez Sang-soo sont très simple. Et là, pour le coup, Wikipédia nous parle d'un jeune garçon désenchanté par la vie et tous ces petits tracas pourtant insignifiants aux yeux des plus grands. Et donc, ce jeune garçon désire en finir. Et son ancienne petite amie, qu'il croise un jour par hasard, décide de lui emboîter le pas. Après, je vais m'arrêter là parce que ça devient redondant. Mais en fait, c'est très simple. Le film s'ouvre sur ce grand garçon qui est plus un jeune homme en l'occurrence, et qui rencontre effectivement par un pur hasard, le pur hasard, c'est un leitmotiv important chez Sang-soo, et parce que ce pur hasard existe aussi dans le réel, dans la réalité, et il croise cette fille, puis on comprend, on suppute, on devine qu'il se passe quelque chose, ne serait-ce que dans la manière qu'ils ont de se regarder entre eux, ne serait-ce que ça, et puis il erre. Ça, c'est très beau, ce moment-là où ils sont tous les deux, parce que ça rappelle aussi quand on a 20 ans et qu'on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on vit encore chez ses parents, voire même avant 20 ans, même on a plutôt entre 15 et 20 ans, et on erre. Donc, soit on va voir une pièce de théâtre, comme il le fait d'ailleurs lui-même, tout seul, ou voir des films, ou manger un peu à droite à gauche, bref, errer comme ça. Et puis, il se passe un truc qui fait qu'on apprend que ce garçon veut en finir avec la vie. Et ce qui est assez rare chez Sang-soo, le suicide. C'est assez rare. Oui. Et elle,
par un concours de circonstances, on apprend qu'elle aussi, elle veut en finir avec la vie. Et ils finissent par aller jusqu'au bout de cette intention-là. Donc, on est, comme disait François Truffaut dans La Nuit américaine, à un moment ou à un autre, les personnages, quand ils vont jusqu'au bout, on est dans une tragédie, dans quelque chose de dramatique. Et il se passe un truc qui fait que, bon, il y a autre chose, hein, c'est que le garçon, finalement, les deux, ils prennent des somnifères, mais ils finissent par être encore dans la vie. Et il se passe un truc qui fait que ce garçon se retrouve à l'hôpital. Il est sauvé grâce à sa copine qui a appelé sa famille. Bref. Et on comprend que toute cette partie-là, peut-être, c'était un court-métrage, c'était un film. Voilà. Et il y a le deuxième segment. Et le deuxième segment, c'est quoi? Le deuxième segment, c'est quoi? C'est toi, c'est moi, c'est les gens qui ont vu le film. Nous, on l'a peut-être vu soit au cinéma ou peut-être à la maison devant mais en tout cas, Hwang Sang-soo montre quelqu'un qui a vu ce film. Et c'est ça qui est encore plus intéressant, c'est que ce quelqu'un a un lien avec l'auteur de ce court-métrage. Voilà. Parce que l'auteur du court-métrage en question, exactement. L'auteur en question de ce court-métrage, il va pas bien. Il va même vraiment pas bien. Il est à l'hôpital. Il y a une espèce de fragilité qui fait que on ne sait pas trop où il va terminer sa vie. Et ce garçon, celui qui a vu ce film, cette rétrospective de 3 courts-métrages d'un long-métrage, rencontre cette actrice qui joue plus ou moins dans ce film, ou alors on ne sait pas. Bref, il y a une deuxième histoire qui va reprendre les mêmes lieux, les mêmes configurations, les mêmes faits et gestes que l'on a vu dans le premier segment. Et ça, c'est du Hwang Sang-soo pur et dur. Question. Tu as dit un truc qui, moi, m'interpelle, donc m'intéresse. Si je ne me trompe pas, tu as utilisé le forme pathétique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, forme pathétique? Et surtout, dans ce film, est-ce que tu peux me donner un exemple de cette forme pathétique? Oui. Alors, pour moi, c'est pas pour moi d'ailleurs. Là, on pourrait reprendre parce que c'est vrai au niveau de la composition musicale, ou il y a le pathétique artistiquement, ça a un sens. Là, quand je tape, tu vois, la définition sur Google, dit ce qui suscite une émotion intense. Bon, c'est vrai que c'est pas très précis. Donc, si on prend un exemple vraiment particulier dans le film, moi, je dirais que en fait, il y a un crescendo. C'est-à-dire que déjà, on est donc dans une situation d'une désespérance. Voilà, 2 personnages, si on prend vraiment le cadre du court-métrage au début, qui veulent en finir, l'un et l'autre, et qui, se rencontrant, en fait, développent ce projet un peu étrange, voire absurde, de vouloir en finir l'un et l'autre. Absurde dans la mesure où on ne les voit pas en discuter, on ne les voit pas s'étendre sur le sujet, ou ne serait-ce qu'hésiter. Vraiment, il y a une ligne tragique, comme tu dis, comme dit Truffaut, qui est suivie quelque part malgré eux. Bon. Et en fait, la façon dont il va représenter l'explosion d'émotions ou de sentiments au moment où ça foire, parce qu'ils n'y arrivent pas. En fait, ils ont beau préparer minutieusement tout un cérémonial avec les somnifères, et puis les allers-retours entre la salle de bain, le lit de la chambre, etc. Bon, il y a tout un processus, quoi. Et ça foire parce que ça foire, c'est comme ça, c'est une tentative de suicide qui n'aboutit pas, et donc on réinvestit la famille. Voilà. Je veux dire, il retourne à l'hôpital, et puis sa famille le récupère. Et alors là, ça devient pathétique, c'est-à-dire que tu as un crescendo dans l'absurdité de la situation, dans l'indiscutable tragique, en fait, de la ligne narrative. Et le moment où tout explose, c'est-à-dire qu'ils se mettent à hurler, à pleurer à chaudes larmes, et que le moment pathétique par essence, pour moi, c'est le moment où le personnage, sur la fin du court-métrage, il va au balcon et il crie devant la ville « Maman !» Bon. Et ça, pour moi, c'est vraiment le moment où je vois le geste, je comprends très bien, en fait,
d'autant plus dans le cadre des personnages et puis des films Dong Sang-soo où on voit des personnages très empêchés qui sont des véritables handicapés émotionnels, qui vont jamais être loquaces avant d'être bourrés j'arrive jamais à retenir le soju, je crois, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et qui en fait vont garder à l'intérieur maximum d'expression, de pulsion ou autre. Et en fait, et bien le moment où ça éclate, et alors là d'autant plus dans le cadre d'un suicide raté et d'une histoire d'amour, mais là aussi je peux pas ne pas dire pathétique dans la mesure où elle est complètement pulsionnelle, elle naît aussi vite qu'elle s'éteint. Bon, et voilà, je trouve que ce moment sur le balcon, mais c'est vrai quelque part aussi dans l'acte sexuel infructueux, dans les deux sens. C'est-à-dire, il me semble que dans le court-métrage, c'est lui qui n'arrive pas à venir et que dans la réalité, c'est elle qui n'arrive pas. Et en fait, il ne va pas s'en tenir à quelque chose de sensuel ou de romanesque. Il va vraiment rentrer dans ce qu'il y a de plus trivial en fait dans ce genre de moment de gêne en fait, et il va appuyer sur cette gêne. Et le fait de le souligner en fait, moi c'est ce qui quelques jours après le visionnage m'apparaît comme étant très malin en fait, vraiment, et rare au cinéma de voir cette pas cette cruauté, tu vois, mais c'est pas cruauté, c'est cru au sens du fruit, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment pris à l'os, et d'appuyer cette réalité. Enfin, encore une fois, le réalisme, c'est très difficile à définir, mais là, on est dans un degré de réalité qui est poussé au paroxysme de l'anodin. Tu vois, vraiment, on va prendre des situations les plus anodines possibles et en fait, on va retranscrire à l'image, ce que pour le coup, il a fait tout au long de son travail, et bien une situation, comme tu dis, que toi et moi, on aurait pu vivre. Là où je trouve que c'est pathétique, c'est qu'il y a cette retranscription et qu'elle est appuyée d'une intensification de la douleur ou de l'expression corporelle. Et bien ça, je le constate, et je souligne à quel point c'est cohérent dans le projet. Et je peux pas nier le fait que, voilà, devant le visionnage, je ne sais pas si c'est une question d'intonation, de prise de son, le thème musical, je ne sais pas. Il y a un truc qui n'a pas pris. C'est bon, à la limite, ça regarde que moi. Tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre justement avec toi peut-être pourquoi, comment se fait-il que ce film-là, en fait, il laisse cette empreinte malgré cette distance que je peux avoir. Et peut-être qu'en le revoyant en fait avec un autre axe, un recul différent, ou peut-être une vision plus intellectuelle, et par un autre biais très très, c'est compliqué ça. Au cinéma, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui va nous percuter ou pas, parce que d'une forme à l'autre, il y a des, voilà. T'as ton micro éteint, fais gaffe. Il y a ça, c'est bien. Je pourrais le retirer au montage, mais je ne vais pas le retirer du tout parce que c'est très Hong Sang-soo. Cette espèce de détail. Ah bah oui, bien sûr, tu sais. Donc je vais le garder au montage. Mais il faut savoir que toutes les émissions qui ont été enregistrées, elles ont été enregistrées dans un ordre complètement désordonné. Et il y avait un des invités sur un des films de Hong Sang-soo, et je vais le nommer quand même, c'est important, c'est Merej. Et Merej, oui, qui me parlait de intellectualisme instinctif. Et je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a un truc comme ça qui est de l'intellectuel instinctif, et moi, c'est quelque chose qui peut-être m'intéresse. Je me pose cette question de savoir pourquoi, dans ce film, la première partie qui est bel et bien réelle, au moment où on s'aperçoit que c'est un film, c'est juste un moment, on s'aperçoit que c'est un film, oui. Eh bien, le rythme de cette première partie, quelles seraient les répercussions sur la seconde partie? C'est intéressant, oui. Quand tu parles de rythme, tu veux dire la texture, la mélodie, le tout, la mise en scène. Le tout, ouais. Finalement. Eh ben, ouais. Moi, je crois que pour revenir sur
l'expression de Merech, donc d'intellectualisme instinctif. Donc quelque part, moi, si je le sans vouloir le retransformer de façon impromptue, mais dans mon petit lexique deleuzien, je prendrais le terme de schème sensori-moteur qu'il utilise tout le temps dans l'image mouvement, et l'idée que quelque part il y a et dans l'image temps aussi, bien sûr, forcément, justement il est brisé dans l'image temps, mais c'est l'idée que typiquement on comprend que la première partie est un film, c'est une information donc qu'on intellectualise et qui va et sur le tard en plus. Sur le tard. Ça. Mais on aurait pu ne pas le comprendre, c'est pas un problème non plus. Tout à fait. C'est ça. Mais c'est ça qui est si plaisant. Alors là, dans la période historique de ce moment-là, 2005, donc c'est un peu avant, donc 2001, 2003, 2004, machin, mais tous les films du type Mulholland Drive, Tropical Malady, les très grands films coupés en deux de cette période-là. Il y aurait tout un, je suis sûr qu'il y a un mémoire ou une thèse qui a été écrite là-dessus. Mais donc, Conte de cinéma s'inscrit complètement là-dedans. Et bien, le fait que ce soit pas précisé et que c'est corporellement et sensitivement qu'on comprend, encore une fois, sur des détails hyper ténue, quoi, sur, encore une fois, une ligne de dialogue, un cadrage. On va reprendre un lieu. Chez Jean-François, c'est beaucoup des cafés, des façades, des appartements, et qu'en fait, voilà, on comprend bien qu'on n'est pas dans la même réalité que de la première partie. Eh bien, cette information, déjà, c'est pas sûr de comprendre à quel moment on l'a saisie, mais surtout, elle se transforme dans une expérience différente du visionnage. C'est-à-dire qu'on change de perspective et on comprend déjà pourquoi le film s'appelle Conte de cinéma. C'est marrant d'ailleurs qu'il soit au singulier, le titre, comme le livre d'images, image au singulier. Tu te dis, conte de cinéma, c'est un conte de cinéma, quoi, l'ensemble des deux, ou c'est la première partie qui est un conte de cinéma et qui va être perçue depuis la réalité de la seconde. Et c'est ce genre de jeu-là qui, moi, justement, m'intéresse intellectuellement et qui, parce que je vais avoir replacé le film dans la cartographie de Dong Sang-soo, eh bien, va pouvoir, c'est là où il y a une opération un peu étonnante, me toucher du fait que, intellectuellement, ça m'aura agrippé. Tu vois. Alors que je ne savais pas, quand je lance le film, je n'ai rien lu dessus, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Je sais que c'est un film reconnu dans Sang-soo. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et c'est en voyageant dedans, et c'est comme ça que je les abordais, que, en fait, je suis surpris, typiquement comme tu dis. Bon, ce ne sera pas le cas d'Inwater, parce que là, je sais quel est le régime formel, tu vois, mais sinon, habituellement, c'est ça. Je me dis, en Sang-soo, il peut me proposer ce qu'il veut. De toute façon, c'est une table d'outils, et il va te balader là où il veut, quoi. Donc, là-dessus. Comment tu peux, si on est un peu plus, restons trivial. On a dans ce film un couple officieux, pardonne-moi de cette vulgarité-là, officieux, un homme, une femme, un jeune homme et une jeune femme qui s'adorent et qui s'adorent, mais qui ne se sentent plus utiles dans ce monde, ont cette sensation qu'ils n'existent pas dans ce monde et qu'ils n'existent peut-être pas finalement à travers les yeux des uns et des autres de leurs proches. Donc ils veulent en finir avec la vie. Et puis bon, il y a un deuxième segment, et le deuxième segment c'est quoi? C'est un spectateur qui est aussi cinéaste, qui connaît celui qui a fait ce film-là, et celui qui a fait ce film-là a eu un accident, on va dire ça comme ça. Il est à l'hôpital. On ne sait pas s'il va survivre. Et entre-temps, ce monsieur spectateur cinéaste a rencontré, lors de cette rétrospective, très courte rétrospective, 3 courts-métrages et un long-métrage. Il y en a très peu des rétrospectives qui s'intéressent à 3 courts-métrages et un long-métrage. Ça qui est fascinant aussi, qui est très important. Et je sais que le court-métrage est très important me concernant aussi. Donc il y a quelque chose d'assez beau en même temps. Et de cet ensemble-là, il y a comme ça
j'ai l'impression, chez Hong Sang-soo, nous sommes quand même en 2005, d'accord? C'est-à-dire que cela fait ça fait quelques années qu'il utilise pleinement le langage du cinéma pour parler. Et ce qui est très beau, c'est que il y a dans ce film-là, donc c'est peut-être donc c'est comme j'expliquais, c'est le 6e film, c'est-à-dire les débuts. Il commence à regarder un petit peu du côté de la jeunesse. Dans les derniers films, c'est une évidence, hein. Il n'y a pas besoin de tergiverser, c'est une évidence. Dans ce film-là, c'est assez rare. Il regarde quand même la jeunesse, mais il la regarde en même temps en l'intégrant dans une forme de fiction, à l'intérieur même d'une fiction qu'il est en train de faire. Très particulier tout ça. Je prends des pincettes. Je vais m'intéresser à ça, qui est devenu une espèce de solution universelle, mais progressivement. Quand on regarde ces derniers films, il n'y a pas d'emballage fictionnel ou quoi que ce soit. Je vais regarder. Wind Waker, ça raconte l'histoire d'un gars qui n'est pas de la génération d'Hong Sang-soo, qui fait un film pour des raisons X et Y, et c'est différent, et c'est autre chose. Et c'est ça que je trouve très beau. C'est qu'il a envie de regarder un petit peu ce qu'il y a derrière lui, et en même temps, il le fait de manière très progressive en l'intégrant dans une œuvre de fiction à l'intérieur même de son film. Il y a toujours cette idée d'expérimentation chez Hong Sang-soo. Pardon, excuse-moi. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Bien sûr. D'où le... Ah, mais alors là-dessus, je te rejoins, mais intégralement. De toute façon, c'est factuel. Le film, il est conçu comme tel. Après, ça touche pas. Moi, je trouve ça passionnant. Je trouve que la façon dont Sang-soo, en fait, il a... Alors, il y a une expression critique qu'on utilise souvent et qui, d'ailleurs, concerne pas tous les cinéastes, parce que c'est pas le cas de même des grands, mais il a trouvé sa forme. Il y a des cinéastes qui ne trouvent jamais leur forme ou qui tournent autour et qui, en fait... Bon, lui, il a trouvé sa forme. Il a trouvé sa forme manifestement très vite. Je ne sais pas si Conte de cinéma est le film le plus abouti de son début de carrière ou si c'est le premier qui soit aussi abouti. Bon, enfin, disons que pour un 6e film, alors, pour quelqu'un qui en a fait plus de 30, évidemment, ça dépend de ton régime de travail, mais disons que pour Hong Sang-soo, qui en fait entre 1 et 2 par an, le 6e film, c'est au début, quoi. Eh ben, c'est immédiatement identifiable. Dire, bon, je ne vais pas répéter tout ce que j'imagine que vous avez largement essayé dans tous les autres épisodes, mais le fait que ce soit quasiment pas retravaillé visuellement, qu'il y ait vraiment une prise à vif du quotidien, de la quotidienneté, de très peu d'ornementation. On va prendre les lieux tels qu'ils sont, on va prendre les acteurs avec des costumes tels qu'ils les porteraient dans la vie de tous les jours, et puis on va leur faire dire de façon quasi improvisée des discussions tout à fait triviales. Et en fait, vraiment, il va faire évoluer son film sur 2-3 idées directrices, et puis ça va prendre vie en 1h10, 1h20, 1h30. Bon, là-dessus, sur Conte de cinéma, il n'y a rien à dire. C'est du Hong Sang-soo pur jus. Et là où ça devient expérimental, c'est effectivement Moi, je crois que c'est un de ces cinéastes qui ne devient intéressant qu'à partir du 4e, 5e film. Tu vois, quand on commence à avoir vraiment une vision petit à petit comparative. Un film donné peut provoquer un choc. C'était le cas sur Matinkan à Séoul. J'ai tout de suite vu, alors là c'était un tel saut par rapport à ce que je regardais habituellement que ça m'a donné l'appétit de voir les suivants. Mais en fait, j'ai compris que j'aimais énormément Hong Sang-soo à partir du 4e ou 5e film où je me suis dit, mais en fait, il y a un moment, il faut que j'abdique. Je ne savais pas tout de suite, c'est très difficile à déterminer au début ce qui me plaît tant dans son cinéma. Puis au bout d'un moment, tu te dis, non, mais c'est juste que l'idée directrice de chaque film à chaque fois, elle est tellement incarnée et il perd jamais l'équilibre. Enfin, moi, je trouve pas. Il y a des personnes qui disent, ouais, j'en aime moins que d'autres, machin, comme moi avec Conte de cinéma. Mais en fait, en réalité, je n'ai toujours pas vu un film d'Hong Sang-soo qui soit boiteux, tu vois, ou qui ne respecte pas cette logique expérimentale, comme tu dis. Donc,
Là-dessus, oui. Si ces émissions, elles étaient là aussi pour pousser des curieux et curieuses à découvrir son œuvre, alors là, je vais dans ce sens-là. Conte de cinéma, 6e film de Hong Sang-soo, carrément disponible en DVD, Blu-ray, voire même sur les plateformes VOD. C'est son 6e film, il a été réalisé en 2005. Et pour en parler aujourd'hui, alors on n'a pas tout dit bien évidemment autour de ce film, mais on peut pas malheureusement tout dire. L'idée, c'est vraiment une conversation qui permettrait de de revisiter ou de visiter, en l'occurrence, le film. Je pense, à mon avis, qu'on y est arrivé. En tout cas, c'était un plaisir de renouer tout le temps le dialogue avec toi, Desgadi. Et puis tu reviens quand tu veux sur la chaîne. Merci à toi beaucoup. Merci beaucoup, Desgadi. Merci à toi, Samir. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony